Alors, je reprends le sommaire de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vous présenterai d'abord pourquoi nous avons mis côte à côte aujourd'hui le thème du référencement et le thème de la navigation internaute, pourquoi on estime qu'il y a un lien entre ces deux sujets. Et ensuite, on rentrera vraiment dans le vif du sujet. On parlera de comment rédiger un contenu qui est de qualité, comment on peut l'optimiser par des bancs clés. Ensuite, pourquoi c'est important d'être régulier dans le contenu qu'on partage et qu'on rédige. Une stratégie qui consiste à mettre en place des liens pour être bien référencé. Et puis, il y aura un petit volet technique, mais pas trop compliqué. Et alors, la deuxième partie, ce sera quelques coups de pouce supplémentaires que vous pouvez donner vous-même au robot de référencement. Comment on peut fluidifier la navigation des internautes et je ferai également un petit focus sur d'autres outils qu'on peut encore adopter en complément, mais sans rentrer dans le détail. Voilà. Et alors, tout à la fin, je propose qu'on fasse une partie questions-réponses et donc peut-être vous gardiez vos questions pour la fin. Je serai disponible pour y répondre. Je vous avertis aussi que ce webinaire est enregistré. Vos visages n'apparaîtront pas précisément, mais nous l'enregistrons, comme ça nous pouvons le mettre sur notre page YouTube et ils peuvent servir à des personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, commençons donc par l'introduction. Je vous le disais, on a mis côte à côte le thème du référencement et de la navigation internaute, puisque ce sont en fait deux thèmes qui sont intimement liés. Quand on va travailler pour l'un, en fait, on va optimiser l'autre et vice-versa. Donc, j'ai pris ici l'exemple d'une fiche article sur un webshop où j'ai bien fait mon travail, j'ai mis le nom du produit, j'ai mis des descriptions, j'ai complété mes informations comme la référence, etc. J'ai mis une photo. Donc, j'ai donné du contenu. Pour l'internaute, ce contenu, il va être de qualité. Donc, je vais amener des informations qui sont pertinentes et qui répondent à ses questions. Donc, on va améliorer son expérience sur le site Internet. Alors, ensuite, pour le référencement et pour les moteurs de recherche, eh bien, comme j'ai du contenu sur ma page, le moteur de recherche va être capable de comprendre de quoi parle ma page. Donc, ce contenu, en fait, on voit qu'il a déjà deux utilités. Et ensuite, si je lis ces deux points, eh bien, il faut savoir que l'expérience d'un utilisateur ou d'un internaute sur votre site, ça va compter dans votre qualité de référencement. Donc, le temps qu'il va passer sur votre site, le nombre de pages qu'il va consulter, le fait qu'il revienne, etc., ce sont tous des points que vous allez gagner pour votre référencement. Donc voilà pourquoi les deux thèmes doivent vraiment être travaillés ensemble. Et quand vous faites des efforts pour l'un, vous gagnez aussi des scores pour l'autre, en fait. Alors, un petit focus sur quelques critères qui sont pris en compte par, les robots de référencement, des moteurs de recherche. D'abord, comme je le disais, est-ce que votre site offre une bonne expérience? Donc le temps passé sur le site, le nombre de pages consultées, et cetera. Est-ce que votre site permet une visite sur mobile? Si l'internaute a fait une recherche à partir de son téléphone, eh bien, ça sera les sites internet qui ont une bonne qualité et un bon score mobile qui seront présentés en premier dans les résultats. Est-ce que la page que vous proposez match avec les mots que l'internaute a tapés dans sa barre de recherche? Puisqu'on sait que là, il y a vraiment un jeu avec des mots-clés où c'est une méthode pour savoir si votre page répond à la recherche. Est-ce que votre site internet a déjà une notoriété? En fait, le référencement, c'est un cercle vicieux. Plus vous apparaissez dans les résultats, plus les internautes vont consulter votre site et donc cliquer sur ces résultats. Et en bout de course, plus on consulte votre site, plus vous obtenez aussi un bon score de référencement et donc vous réapparaissez dans les résultats. Et on voit que du coup, c'est une boucle. Alors, est-ce que votre site est mis à jour régulièrement? Est-ce qu'il a des infos qui changent avec le temps? Est-ce que l'internaute est déjà venu sur votre site? Si oui, on lui proposera plus facilement à nouveau ce site dans les résultats. Et est-ce que l'internaute est localisé à proximité? Si je fais une recherche, on va essayer de me présenter des sociétés ou des restaurants qui sont à proximité, par exemple, et non pas complètement ailleurs, ou tout du moins dans le même pays. Voilà, voilà. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet avec le premier chapitre qui est de rédiger du contenu de qualité. Ça, c'est vraiment la base. Maintenant, comment peut-on rédiger du contenu de qualité?
Eh bien, tout simplement, première règle, c'est d'écrire pour votre internaute. Quand vous êtes devant votre bloc de rédaction, mettez-vous dans la peau de votre internaute et demandez-vous qu'est-ce qu'il a besoin de savoir comme information. Et ensuite, ces informations-là, donnez-les dans un texte qui est lisible, qui est structuré en paragraphes. Alors, il y a eu une époque où pour le référencement, on pouvait vraiment faire des listes de mots-clés. Mais le problème, c'est que les webmasters ont abusé de cette méthode et les sites internet ne ressemblaient plus qu'à une énorme liste de mots-clés où il n'y avait plus de contenu qui était vraiment pertinent pour l'internaute. Et donc maintenant, c'est une méthode qui est sanctionnée par les moteurs de recherche et on vous demande de faire du vrai contenu et du contenu qui est pertinent. Je vous ai mis ici un print screen d'un texte qui se trouve dans le bas d'un catalogue de sites de vêtements. Je ne pense pas que l'internaute va lire toute cette quantité de texte. Ça sent un peu le référencement à plein nez. Donc voilà, soyez toujours vraiment avec une vue internaute d'abord. Alors, pour que le texte soit de qualité, il faut qu'il ait une certaine longueur. À partir de 300 mots plus ou moins sur votre page, on estime que vous avez donné assez de contenu, ou en tout cas le minimum nécessaire, pour que les moteurs de recherche puissent comprendre de quoi parle votre page. Donc là, ben, on comprend que, par exemple, sur un webshop, sur les pages de produits, c'est vraiment nécessaire d'aller compléter les descriptions pour avoir du contenu. Ne dupliquez pas non plus du contenu qui provient d'autres sites. Je reprends les exemples des fiches de présentation de vos produits. C'est tentant d'aller dupliquer les présentations et les textes de description de vos fournisseurs, mais vous risquez d'être catalogué comme un site duplicate content où vous n'êtes alors qu'un site qui fait du copier-coller et vous n'apportez pas de valeur ajoutée, donc vous êtes dégradé dans les résultats. Alors tentez bien de réécrire vous-même les descriptions. Vous pouvez vous inspirer, mais reformuler au moins les descriptions. Ne faites pas la méthode non plus de cacher du texte en écrivant en blanc sur blanc. Ça, c'est quelque chose que Google détecte et qui est aussi sanctionné. Et enfin, utilisez l'HTML et tout son potentiel. Donc en HTML, en fait, on encapsule le texte dans des balises. Je vous ai mis un exemple ici en bas. Et il y a certaines balises qui ont plus de valeur que d'autres. Donc, par exemple, les balises H, on voit là H1 et H4, eh bien, ce sont des balises de heading, donc de titre. Et Google sait que le texte qui est encapsulé dedans aura plus d'importance normalement qu'un simple paragraphe, donc un simple P. Et il va aller en priorité regarder les mots qui sont à l'intérieur. Donc, quand vous rédigez une page de texte, utilisez bien les balises H. Elles vont de 1 à 6. Vous avez 6 niveaux. Vous pouvez utiliser aussi les balises strong qui font un effet de gras et les balises M qui font un effet d'italique. Je vous montrerai tout à l'heure comment, en tout cas, on peut les utiliser dans notre CMS. Alors, petit focus sur les images. J'ai pris un slider ici d'un site internet en haut à gauche où on ne peut pas en fait sélectionner le texte. Donc, la personne qui a fait cette image dans son logiciel de traitement d'image a directement imprimé, enregistré en fait le texte sur l'image. Ce qui fait qu'un navigateur ne sait pas trouver le texte et donc en référencer le contenu. Je vous conseille plutôt de faire un slider avec vraiment le texte qui tombe en HTML dessus et qui donc est sélectionnable par les navigateurs et qui peuvent en enregistrer le contenu. Alors, si on veut aller encore un petit peu plus loin, comment rédiger du contenu, à quel endroit le mettre? Eh bien, vous avez des pages que vous pouvez toujours ajouter à votre site. Est-ce que vous avez déjà peut-être une page contact, une page qui sommes-nous, une page présentant votre magasin? Vous n'hésitez pas à mettre des photos. Est-ce que votre page d'accueil a suffisamment de contenu aussi? À l'heure actuelle, on fait des pages d'accueil plutôt longues. Et voilà, encore des pages comme des questions fréquentes, un blog. Donc, c'est tous des emplacements où on peut vraiment mettre du contenu. Ensuite, une fois qu'on a ce contenu, qu'on l'a rédigé, vu internaute, on va maintenant l'optimiser avec des mots-clés. Donc, vous savez que les mots-clés, c'est vraiment la base du référencement, puisque ça fait le matching avec la recherche qu'a fait l'internaute. Quelques conseils. Vos mots-clés, essayez donc d'abord de les identifier et puis de les disperser au sein de votre texte pour les répéter environ 1 à 2 fois tous les 100 mots.
Donc, on ne doit pas en mettre absolument partout, mais à la fin, quand vous avez fini de rédiger votre texte, faites une recherche dessus et regardez environ combien de fois ils apparaissent pour être sûr qu'ils apparaissent plusieurs fois. Puisqu'on travaille avec une vue internaute, n'oubliez pas non plus d'utiliser des variantes. Donc, si par exemple vous voulez vous positionner sur le mot poster, eh bien vous pouvez aussi vous positionner sur les mots affiche, impression murale, voilà, tous des synonymes. Et alors, au niveau des variantes, essayez aussi de sélectionner des mots-clés qui sont composés de plusieurs mots. Pourquoi? Parce que, par exemple, un internaute ne va jamais taper juste frigo dans Google. Il va forcément taper un mot plus long. Par exemple, frigo, deux portes, bac à glaçons ou frigo, deux portes, bac à légumes. Et si vous essayez de vous positionner sur ces mots qui sont plus longs, vous aurez moins de concurrence que si vous essayez de vous positionner seulement sur frigo, où vous êtes sûr que là, tous vos concurrents ont exactement le même mot-clé également. Troisième conseil, être régulier. Alors, pourquoi c'est important de poster et de rédiger du contenu régulièrement? Pour les moteurs de recherche, en fait, plus vous publiez, plus vous avez des pages à proposer et donc à référencer. Forcément, un site qui n'a qu'une seule page n'a qu'une seule chance d'apparaître dans les résultats, donc vous augmentez vos chances. Et ensuite, il faut savoir que Google va prendre dans son algorithme la date de publication. Il la prend en compte et donc il vérifie que votre site internet est régulièrement mis à jour. Et pour l'internaute, c'est un contenu de qualité. Je pense qu'on est déjà tous tombés sur un site internet où on arrive ici au mois de novembre et on voit encore un message, nous serons fermés pendant les congés d'été. Ça n'inspire pas vraiment la qualité, ça n'inspire pas la confiance non plus. Donc, ça peut faire demi-tour à vos internautes. Alors, quelques idées pour poster du contenu régulièrement. Eh bien, vous pouvez soit vérifier que vous modifiez bien votre page d'accueil. On verra les composants qu'on peut modifier tout à l'heure. Et alors, vous pouvez également tenir un blog. Donc ça demande du travail, mais par contre, c'est un emplacement facile dans lequel vous pouvez rédiger du contenu. Vous pouvez aussi profiter, voilà, ça va être les fêtes, je vais faire un article de blog sur le lien entre mon entreprise et les fêtes. Vous pouvez aussi apparaître comme un expert aux yeux de vos internautes puisque vous parlez d'un sujet que vous maîtrisez et en dessous, vous faites le lien avec, par exemple, des produits que vous vendez. Donc, c'est vraiment un emplacement facile pour rédiger du contenu. Quatrième idée, c'est de mettre en place des liens au sein de votre site. Alors, il y a deux types de liens. D'abord, mettre des liens qui partent vers l'extérieur. Donc, par exemple, un lien vers un fournisseur. Vous mettez son logo et ce lien envoie vers son site. Ce qu'il faut faire, c'est un donnant-donnant. Vous lui demandez de faire la même chose. Pourquoi? Parce que, en fait, vous allez avoir une cote de popularité qui va être partagée entre vos 2 sites. Donc Google estime que si votre fournisseur met sur son site web un lien vers votre site et que le site de votre fournisseur est bien coté, alors c'est que votre site à vous est de confiance aussi, puisque un site bien coté en parle. Et donc vous bénéficiez de la réputation l'un de l'autre. Mais ça, c'est vraiment en partenariat qu'il faut le faire. Si vous, vous mettez des sites vers tout le monde, mais que personne ne le fait, ben, vous ne profitez pas du cadeau en sens inverse. Alors, des liens aussi vers l'intérieur de votre site. Pourquoi c'est intéressant? Pour Google, en fait, s'il arrive sur une page, c'est comme si vous le prenez dans une toile d'araignée, dans un maillage où, grâce aux liens qui sont sur cette page, eh bien, il va pouvoir sauter vers une autre et encore une autre et encore une autre. Et donc, vous avez plus de chances qu'il fasse une exploration vaste de toutes les pages de votre site, plutôt que s'il n'en trouve qu'une. Il n'y a pas de porte vers une autre, eh bien, il s'arrête là et on ne sait pas quand il repassera. Et pour l'internaute, c'est un peu le même principe, puisque votre but, c'est d'améliorer son expérience et de faire en sorte qu'il consulte le plus de pages et qu'il reste présent sur votre site. Eh bien, si vous l'envoyez vers d'autres pages, du coup, sa navigation ne s'arrête pas. Et puis, c'est peut-être toujours l'occasion de remettre en avant quelques, par exemple, autres produits que vous vendez, si vous mettez en place une partie suggestion dans le bas de vos pages produits. Voilà, c'est une bonne idée pour faire des liens faciles.
Alors, sur un plan un peu plus technique, il y a quelques points, que vous allez devoir vérifier avec votre prestataire. Donc ça, c'est lui qui le fait, mais vous pouvez vraiment vérifier que c'est mis en place. Au niveau de la vitesse de chargement du site internet, donc la vitesse, c'est quelque chose qui est pris aussi en compte dans l'algorithme des moteurs de recherche. Vous devez vraiment vous laisser conseiller quand vous demandez, sur votre site d'afficher des informations supplémentaires et cetera. Vous laissez conseiller sur la meilleure manière de le faire pour que ça ne soit pas trop gourmand en termes, de vitesse. Au niveau du responsive, votre site doit être, pardon, vraiment adapté maintenant au support mobile. Ce n'est plus une option, c'est quelque chose qui est impératif puisque sinon vous allez être dégradé dans les résultats de recherche. Vous devez savoir que le robot de Google passe 2 fois. Il passe une fois avec une vue desktop et puis il passe avec une vue mobile et donc vous obtenez 2 scores et ça vous place dans les résultats de recherche. Et votre site doit absolument être en HTTPS. Donc avant, c'était le petit cadenas vert qui s'affichait à côté, du nom de votre site web. Ici, dans la dernière version de Chrome, ça a été remplacé, par, cette petite mention certificat valide. Mais, c'est indispensable parce qu'il y a beaucoup de navigateurs qui ne permettent même plus d'afficher les sites qui sont en HTTP. Et donc là, bah, simplement, votre internaute ne peut pas arriver sur votre site. Alors, de votre côté, peut-être un petit point d'attention au niveau de la technique. On a, pour, chaque page de contenu, la possibilité de déterminer 2 balises. La première, c'est la balise title. C'est pas tout à fait la même chose que le champ titre, mais généralement, dans, le champ title, on va répéter le titre de la page ou en tout cas, on va venir y mettre une, toute petite description d'environ 70 caractères maximum et qui doit être unique pour chaque page. Cette balise title, elle va s'afficher à plusieurs endroits. Le premier, c'est dans l'onglet, quand on a tous ces onglets ouverts dans le navigateur. Donc, je vous ai mis ici un print screen. Et le deuxième endroit, c'est comme titre dans la recherche. Donc, le premier exemple, tout en haut, c'est pour une page de contenu. Eh bien, le titre distribué au bienvenu, j'ai pu le définir dans le CMS. Ici, c'est un extrait de notre CMS chez nous avec, le champ meta title, vous voyez que c'est le même titre et donc je peux avoir la main dessus. Ensuite, le deuxième résultat de recherche, c'est une page produit où là, en fait, dans l'architecture de notre webshop, on a défini que le title allait s'alimenter automatiquement avec le nom du produit et donc c'est ce qui est envoyé à Google. La deuxième balise, elle s'appelle métadescription et c'est en fait un court résumé de votre page où là, on peut mettre environ 2-3 phrases, donc ça fait plus ou moins 150 caractères et vous devez essayer d'y placer vraiment des mots-clés. Pourquoi? Parce que ça va apparaître comme ceci, à nouveau dans les résultats de Google, donc on est sur la petite phrase en dessous du titre. Vous voyez de nouveau dans l'exemple en haut, que c'était pour une page de contenu et dans mon CMS, j'ai pu déterminer ma description. Et dedans, j'ai placé, par exemple, le mot produit biologique, naturel, cosmétique, hygiène, qui sont tous des mots importants pour le secteur d'activité de ce client. Le deuxième résultat, c'est pour une page de produit. Et là, Google est venu chercher pour faire la métadescription, la description des produits. Donc, à nouveau, si vous avez une page de produit qui n'a pas de description, eh bien, Google va aller chercher alors un texte au hasard sur votre page pour alimenter ceci, mais ça ne sera pas forcément pertinent. Et comme je le disais tout à l'heure, utilisez bien l'HTML quand vous rédigez du texte. Donc normalement, dans votre rédacteur de texte, vous devez avoir la possibilité de choisir si vous écrivez du texte normal, qui va juste générer une balise P, ou si vous rédigez dans des headings en choisissant bien le niveau de 1 à 6, sachant que le 1, on le réserve généralement pour les titres de la page. Il ne peut y en avoir que un seul sur la page. Les autres, vous pouvez en mettre plusieurs, mais le 1, c'est une seule fois sur la page. Et les balises gras et soulignées, et italiques, pardon. Alors, un petit focus sur les images. Pour une image, c'est important aussi de bien la référencer pour apparaître dans Google Images. Et pour ça, vous avez deux emplacements.
D'abord, le nom de l'image va être pris en compte. Donc, faut pas enregistrer des images qui s'appellent test1.jpg ou sans titre 0.jpg. Voilà, profitez-en pour mettre vraiment la description de ce qu'il y a dans votre image. Et ensuite, toute image peut être accompagnée d'une balise alt qui en fait est un texte pardon, de substitution. Donc si l'image s'affiche mal, eh bien c'est ce texte-là qui va être affiché à la place et qui en plus va être pris pour le référencement. Donc profitez-en pour mettre une courte description de votre article et de nouveau les mots-clés dedans. Ici dans l'exemple, j'ai rappelé qu'on était sur une chaussure et le modèle de ma chaussure. Voilà. Et enfin, pour les images, n'oubliez pas de les redimensionner à l'avance. Donc, si une image est affichée, par exemple, en 400 pixels x 400 pixels sur votre site, ça ne sert à rien d'aller la rentrer en 2000 x 2000. Elle va peser lourd inutilement et elle va ralentir le site. Donc, redimensionnez-la à l'avance. Alors, quelques coups de pouce supplémentaires qu'on peut donner encore aux robots de référencement. Le premier, c'est d'aller s'enregistrer sur la Google Search Console et d'aller lui fournir un sitemap. Alors, un sitemap, c'est en fait un fichier qui est accessible par un lien et c'est un fichier qui va lister toutes les pages qui existent dans votre site internet. Et quand vous le donnez à Google, eh bien, vous lui facilitez la tâche pour commencer à trouver vos pages et passer à la suivante. Donc, ça vaut la peine d'aller soumettre ce fichier. Ensuite, une fois que vous l'avez soumis, on peut ajouter dans le site internet un autre fichier qui s'appelle robot.txt et dans lequel on va venir spécifier toutes les pages par contre qu'on n'a pas envie que les moteurs de recherche explorent. Donc je pense aux pages de CMS, je n'ai vraiment pas envie qu'elles se retrouvent sur Google, eh bien je vais les bloquer à l'intérieur du fichier et le robot s'arrête. C'est une porte fermée. Ensuite, dans la Google Search Console, de nouveau, vous pouvez vérifier votre niveau d'indexation. Donc, il y a des graphiques, par exemple celui-ci, qui permet de voir combien de pages ont été indexées et combien ne le sont pas. Et ensuite, dans le détail en dessous, on sait voir lesquelles et pourquoi elles ne sont pas indexées. Sur cette plateforme-là, vous pouvez aussi spécifier les pages que vous ne souhaitez plus que Google indexe. Par exemple, s'il doit les oublier, eh bien, vous pouvez lui faire des suggestions. Et enfin, encore plus facile, si vous voulez savoir quelles sont les pages que Google a en mémoire à propos de votre site, vous allez dans Google et vous tapez site 2 points, le nom de votre site, et vous aurez alors toute la liste. Comme ça, vous pouvez vérifier un petit peu ce qu'il a pris en mémoire. Le dernier point, c'est celui d'utiliser des redirections 301. Alors, c'est à utiliser dans quel cas? Imaginons par exemple que vous avez changé de site internet. Ou imaginons que vous avez rédigé une nouvelle page avec un titre un petit peu différent. Et il faut savoir que les résultats qui sont dans Google vont continuer d'exister et que les internautes vont continuer de cliquer dessus. Mais potentiellement, ils ne vont plus arriver sur rien puisque le site a changé d'endroit ou que le nom de la page n'est plus exactement pareil. Et dans ce cas-là, ça fait un lien mort. Tous les liens morts, ça vous dégrade dans les résultats. Donc, vous devez prendre soin de ces liens-là et aller leur compléter une correspondance pour indiquer du coup une nouvelle page qui est soit un équivalent, si elle a été simplement changée d'emplacement mais qu'elle existe toujours, ou alors, si la page n'existe plus, vous indiquez une page de substitution qui pourrait aussi intéresser l'internaute. Donc, c'est vraiment un tableau à compléter avec les deux colonnes où on dit l'ancienne et la nouvelle URL. Quelques conseils pour maintenant vraiment fluidifier la navigation des internautes et donc toujours avec l'objectif d'améliorer leur expérience. Alors, soyez modéré quant à la profondeur de votre site web. Généralement, on s'emballe un peu dans les niveaux des pages qu'on veut mettre, mais il faut bien vérifier que l'internaute finisse par atteindre la page qu'il cherche avec l'information. On dit que généralement, en 3 clics, il doit parvenir à atteindre son résultat. Ici, je vous ai mis un print screen d'un site web sur lequel j'avais déjà cliqué sur un point de menu. Je tombe sur ceci qui me propose encore 50 menus. Je suis perdue.
il y a trop de niveaux et je ne sais pas quand finalement je vais réussir à voir les produits. Deuxième conseil, je pense qu'il se passe de commentaires, vous l'avez déjà tous vécu. J'ai encadré en rouge toutes les zones de pub, en jaune les zones qui m'intéressaient réellement. On voit bien que la densité est absolument insupportable. Résultat, l'internaute s'en va de ce site internet. Donc si vous voulez mettre des publicités pour faire un peu de rendement, ok, mais soyons modérés à ce niveau-là. Alors, un petit focus sur une page d'accueil, comment on peut la composer pour qu'elle amène vraiment du contenu qui soit de qualité pour votre internaute. Il y a quelques standards de composition de page. Généralement, elles commencent en fait avec un bandeau d'images qui défilent dans lesquelles vous allez pouvoir mettre des informations déjà que vous pourrez modifier au fil du temps et des informations peut-être publicitaires. Par exemple, ben voilà, il y a telle promotion du moment, tel nouveau fournisseur, tel nouveau produit, on offre un nouveau service. Donc vraiment pouvoir faire des focus et faire évoluer cette zone. Ensuite, prévoyez un emplacement pour présenter votre offre de produits ou de services. Il y a parfois certains sites internet où on arrive et on ne comprend pas ce qu'ils offrent comme service. Donc là, de nouveau, trop compliqué à comprendre, l'internaute s'en va. Mettez bien en avant ce que vous faites. Présentez-vous également pour inspirer la confiance. C'est important de souligner votre image de marque, soit avec un extrait de votre page Qui sommes-nous, soit avec des avis clients, avec des éléments qui peuvent rassurer l'internaute, avec la présentation de vos valeurs. Donc, ce sont toutes des idées que vous pouvez même cumuler aussi pour vous présenter. Alors, si vous avez un webshop, mettez déjà en avant quelques produits saisonniers, soit liés à un thème du moment, soit des nouveautés, des promotions, etc. Ça va être des portes d'entrée vers votre webshop. N'oubliez pas de mettre quelques call to action. Donc, ce sont des boutons qu'on dissémine un peu à gauche et à droite, par exemple pour s'abonner aux newsletters, pour télécharger un catalogue. Et alors, rappelez bien vos coordonnées. De nouveau, dans l'e-commerce, à l'heure du dropshipping, ce n'est pas de refus d'aller bien préciser ses coordonnées et potentiellement de mettre une photo du magasin également pour inspirer la confiance et bien montrer que derrière, il y a une vraie boutique et il y a du vrai suivi. Et une idée de contenu supplémentaire que vous pouvez faire, c'est peut-être de penser à une page questions fréquentes. Je pense que ça aussi, on l'a déjà tous vécu, le fait d'être, sur, un webshop, par exemple, et de devoir aller jusqu'à la fin du panier pour finalement connaître les frais de port, les méthodes de livraison et les méthodes de retour. Eh bien, si vous répondez à ces questions à l'avance, vous aurez potentiellement un internaute satisfait qui va donc bien concrétiser son panier en sachant à quelle sauce il va être mangé. Et dans les questions fréquentes, vous pouvez aussi glisser plein d'autres thèmes que, celui de l'e-commerce, hein, bien sûr. Voilà, dernière partie, adopter quelques autres outils qu'on peut mettre en complément. Je vais passer rapidement dessus. Le premier, c'est Google My Business. Vous connaissez tous cet encart dans les résultats de Google. Eh bien, sachez que tout le monde peut l'avoir et qu'il est gratuit. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller se créer un profil sur Google My Business. Ça va vous permettre de déterminer pardon, votre adresse et donc d'apparaître sur Google Maps et d'avoir le petit bouton itinéraire jusque chez vous. Préciser un numéro de téléphone qui va déclencher le bouton appeler, préciser vos horaires, des photos, et cetera. Donc vraiment toutes des informations qu'on a l'habitude en tant qu'internaute d'utiliser et qui permettent rapidement en fait de vous contacter ou de vous trouver. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller s'inscrire dessus. Si vous voyez que quelqu'un a déjà potentiellement créé une fiche pour vous, eh bien vous pouvez cliquer sur «Vous êtes le propriétaire» et récupérer cette fiche. Il y a aussi donc Google Shopping qui fait apparaître vos produits, dans les résultats de la recherche, vraiment avec, une photo, un prix, un nom et cetera. Donc ça, c'est un flux de produits qu'on envoie à Google. Là, par contre, le service est payant et il faut mettre en place le flux qui envoie les informations selon le canevas que Google attend. Si vous faites un site en multilangue, demandez à votre développeur de bien vérifier qu'il a déclaré les balises hreflang. Donc, ce sont des balises qui servent à dire au moteur de recherche dans quelle langue est cette page. Par contre, ne le faites qu'une fois que vous avez traduit tout votre site.
ne proposez pas le choix de la langue si vous avez au sein d'une page encore du contenu mixte. Parce que si Google arrive sur votre site et trouve une page déclarée en anglais et qu'à l'intérieur, c'est encore tout du texte en français, vous allez être de nouveau pénalisé pour ça. Donc, ne le faites qu'une fois que vous êtes bien prêt. Et dernier point, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous changez de site internet, vous avez compris, pardon, ça s'est quitté, mais vous avez compris que le référencement est un travail de longue haleine. Donc le but, ça va être de récupérer tout le référencement de votre ancien site, de ne pas avoir de lien mort dans les résultats qui sont encore dans Google et donc utiliser les redirections comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et ne laissez pas trop longtemps votre site stationner sur une page en maintenance, puisque sinon Google va venir voir une fois, deux fois, trois fois, se dire OK, il n'y a pas de contenu, j'ai aucun texte à indexer, et en plus ce site ne bouge pas, ben, je ne reviendrai pas avant un petit temps. Et là, il faut courir pour parvenir à récupérer le robot Google et à remonter dans les résultats. Voilà, j'arrive donc à la fin de ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez compris, donc c'est un travail qui demande du temps. Vous n'allez pas forcément voir le résultat dès demain, mais par contre, puisque c'est un travail qui sert aussi, le référencement, il sert aussi à vos internautes, eh bien, ça vaut déjà la peine de le commencer dès aujourd'hui. Donc, je vous souhaite de bon courage pour le mettre en place et alors, on va activer les micros de chacun. Comme ça, si vous avez, des questions à poser, eh bien, vous pouvez me les poser, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Oui. Concernant le Google Search Console, comment on accède au Google Search Console? Alors, simplement, tapez dans Google, Google Search Console. OK. Voilà, ils se sont auto-référencés. Et puis alors après, vous devez donc créer un nouveau compte. Vous choisissez un email, un mot de passe et vous allez devoir renseigner, toutes les informations de votre site internet. Donc vous devez commencer par donner le lien de votre site internet et puis, après il va venir scanner les informations dedans, mais donc il y a un tuto d'étapes à suivre. OK. Voilà, il faut juste commencer par se créer un compte sur cette plateforme-là. OK, parfait, merci. Et quand vous devrez mettre le sitemap dedans, puisque vous avez un site chez nous, je pourrais vous donner le lien à indiquer. Ah, mais je dois d'abord vous demander le lien avant de l'activer alors? Non, non, vous pouvez déjà créer la plateforme Ah, OK. et puis alors après, on complète petit à petit toutes les informations qui sont dedans et là, je vous donnerai le lien du sitemap. OK, merci. Quelqu'un d'autre a une question? Est-ce qu'il y a moyen d'obtenir vos slides aussi de la présentation aujourd'hui? Oui, on vous l'enverra, ici, dans le courant de la journée ou demain. Ah d'accord, merci. On a normalement la liste de tous les participants, donc on pourra vous envoyer ça. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. 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 Le replay aussi va être fait de cette Oui, présentation? on va le Super. déposer sur YouTube. Donc, il D'accord, faut merci. un petit peu de temps pour le monter et puis après, il sera déposé dans le courant de la semaine prochaine sur YouTube. Nickel, Sur la parfait. même chaîne que là où on a déjà mis les autres webinaires. Ouais. Quelqu'un a encore une autre question? Bien. Eh bien, merci du coup d'avoir assisté à ce webinaire. Il Merci y en beaucoup aura un aussi. prochainement, avec plaisir. Il y en aura encore d'autres prochainement annoncés, donc n'hésitez pas à nous suivre dans les actualités pour voir quels seront les prochains sujets. À bientôt.